il s'agira vraiment d'un retour d'expérience sur un cours très précis. Du coup, c'est un TD d'approche historique des textes de la scène pour des étudiants en L1. Et ce cours est donné, du coup, dans le cadre des enseignements en études théâtrales, du coup, leur première année d'université. Donc, ne pas lire les textes de théâtre comme des romans, comme dans la littérature, ce principe est répété sans cesse dans les enseignements en études théâtrales. Or, avant leur arrivée à l'université, les étudiants de L1 ont lu des textes dramatiques pendant leurs années de lycée, mais en les lisant comme de la littérature très souvent. Peu parmi les étudiants ont eu une expérience de lecture en vue de jouer sur les planches. Comment encourager donc les étudiants à lire le théâtre en pensant à la scène? J'ai donc pensé que les bandes dessinées pouvaient contribuer à l'appropriation par les étudiants d'une lecture en lien avec le plateau. Et plus précisément, elles permettent aux étudiants d'animer ce que j'appelle leur scène mentale. Donc, le concept de scène mentale est inspiré des écrits de Roland Barthes. Lorsque Barthes parle pour la première fois de théâtralité des textes, il affirme que chez Schiele, chez Shakespeare, chez Brecht, le texte écrit est d'avance emporté par l'extériorité des corps, des objets, des situations. Et donc, en fait, Barthes fait référence à sa propre expérience de lecteur créatif, spectateur de sa scène mentale qui s'éveille à la lecture. Souvent, en L1, les étudiants n'ont pas encore l'habitude d'activer cette scène mentale. Les documents visuels encouragent ainsi les étudiants à interpeller leur imagination pour lire le théâtre en pensant à la matérialité de la scène. Mais pourquoi plus précisément des bandes dessinées? Pourquoi plutôt ne pas utiliser des captations de spectacles? Généralement, les cours d'études théâtrales se basent sur les captations, car elles permettent de présenter des exemples de mise en scène. Or, la BD permet, je crois, de dynamiser le mental d'un lecteur. En effet, une captation témoigne d'un spectacle avec une structure dramaturgique déjà définie, avec des acteurs en chair et en os qui incarnent les rôles dramatiques. Une planche, au contraire, peut exhorter les étudiants à réfléchir aux gestes des personnages de bande dessinée et par comparaison aux gestes des personnages dramatiques. Les captations de spectacle peuvent donc être présentées dans un deuxième temps à titre d'exemple. Le spectacle visionné constitue ainsi l'une des solutions dramaturgiques possibles pour représenter la pièce. Il faut également souligner qu'il n'existe pas toujours des captations de spectacles pour des pièces précises dans le cas des textes des autrices. En général, les autrices dramatiques du passé sont peu connues, très peu mises en scène et très peu étudiées encore. Les bandes dessinées représentent une méthode alternative pour travailler sur leurs œuvres en s'extrayant des œuvres classiques écrites par les pères du théâtre. Depuis 2020, j'utilise donc des bandes dessinées dans le cadre d'un cours précis, le TD d'approche historique des textes et de la scène, que j'assure à l'université Sorbonne Nouvelle pour les étudiants de L1 études théâtrales. Ces TD se structurent en 12 séances de 2 heures, réparties en un temps de cours magistral, à peu près 1 heure, et un temps d'exercice pratique. 25 étudiants découvrent à chaque séance un texte dramatique dès l'Antiquité jusqu'à la Révolution française. Et pendant les exercices en groupe, les étudiantes s'entraînent à commenter des extraits de ces textes en s'appuyant sur des planches de bande dessinée. En tout cas, c'est ce que j'essaye de leur faire faire. J'ai ainsi eu le temps d'expérimenter différentes approches et dans le cadre de ce colloque, je propose d'illustrer comment les personnages de BD permettent donc d'interroger l'interprétation des rôles dramatiques et le jeu d'acteurs. Je présenterai 2 exercices que j'ai proposés dans le cours d'approche historique. Pour le premier exercice, j'ai utilisé 2 planches. L'une est extraite d'Antigone illustrée par Coco, qui a été du coup publiée en 2017, et l'autre, c'est une planche donc
de Leucide en 4e B, développé Philippe Marloux, qui a été publié en 2019. Le deuxième exercice a été inspiré d'une planche de L'homme en pièces de Marion Fayolle, publiée en 2016. L'autrice conçoit ses personnages comme des acteurs. Elle écrit « Mon procédé d'écriture est proche de celui du théâtre d'improvisation. Je trouve passionnant de voir comment, à partir d'un mot, d'un objet, d'un élément du décor, les acteurs vont réussir à écrire toute une histoire. » Du coup, c'est pour ça que j'ai été attirée vers cette bande dessinée. Donc, comparer des rôles dramatiques à des personnages de BD, je vais vous parler du cas des Phéniciennes d'Euripide et d'une de ses réécritures contemporaines. Le reste, vous le connaissez par le cinéma de Martin Krimp. Lors de la deuxième séance du cours d'approche historique, nous avons étudié donc la tragédie grecque en prenant pour exemple les Phéniciennes d'Euripide et une réécriture contemporaine de cette pièce. Le reste, vous le connaissez par le cinéma de Martin Krimp, qui a été donc traduite en 2015 par l'Arche. Dans les Phéniciennes d'Euripide, l'auteur retravaille le mythe déjà abordé par Échille dans les sectes contre Thèbes. Il s'agit donc de la lutte fratricide d'Éthéocle et de Polynice, les deux fils d'Édipe et de Jocaste. Du coup, ils vont se battre pour régner sur la ville de Thèbes. Au début des Phéniciennes, Jocaste nous apprend qu'Édipe a maudit ses enfants, du coup Éthéocle et Polynice, car il avait enfermé pour taire son triste destin. Polynice et Éthéocle sont aussi destinés à mourir l'un à cause de l'autre, et pour éviter cette malédiction, ils décident de régner chacun un an. Éthéocle commence à gouverner Thèbes, mais au bout d'un an, il refuse de céder la ville à son frère. Polynice décide ainsi d'attaquer Thèbes avec une armée étrangère. Le chœur donne son titre à la pièce. Il est formé de jeunes Phéniciennes destinées à servir Apollon à Delphes. Ayant fait halte à Thèbes, elles y restent bloquées et deviennent les témoins du coup de cette guerre civile. Donc, dans sa réécriture, Martin Krimp remplace le chœur des Phéniciennes par un chœur de filles. Elles escortent Jocaste sur scène, puis elles lui donnent la réplique. Jocaste tente de se rebeller, elle refuse de parler, mais elle y est obligée par les filles qui poursuivent à lui souffler son texte. Pour cet exercice, j'ai divisé les étudiants en deux groupes. Le groupe 1 a pour consigne de choisir un extrait entre 10 et 20 lignes du prologue de Jocaste dans les Phéniciennes d'Euripide. L'extrait devait faire référence, faire écho à la planche d'Antigone illustrée par Coco. Le groupe 2, quant à lui, a choisi un extrait de 10-20 lignes dans les deux premières scènes. Le reste, vous le connaissez par le cinéma de Martin Krimp. Et cet extrait devait donc faire écho à la deuxième planche du Cid en 4e B. Du coup, le premier groupe a lu pour l'autre groupe, l'extrait qu'il avait choisi. C'est donc le suivant. Mes fils, c'est Jocaste du coup qui parle dans le prologue. Mes fils, quand leurs mentons à peine sombragés de barbe, ont enfermé leur père, pensant jeter l'oubli sur ses destins trop difficiles à faire admettre. Il est vivant dans ce palais, égaré par l'excès du malheur. Il a maudit ses fils d'imprécations sacrilèges. À coups d'épée, ils devront se tailler chacun sa part de patrimoine. Alors la peur les prit. S'ils continuaient d'habiter ensemble, que les dieux n'accomplissent le vœu. Ils tombèrent d'accord que Polynice, le cadet, consentirait à s'exiler, tandis qu'Éthéocle régnerait ici, pour revenir l'an écoulé, prendre sa place. Mais une fois assis au gouvernail, Éthéocle n'a plus voulu renoncer au pouvoir, et il bannit Polynice de Thèbes. Polynice alors s'en fout à Argos, épouser la fille d'Adraste, réunit une grande armée et en prendre la tête. Le voici revenu vers le mur aux 7 portes pour réclamer le sceptre et sa part de la terre. Donc les étudiants ont choisi donc cet extrait qui fait écho à la planche d'Antigone. Du coup, je vais vous lire la planche parce que je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. Antigone dit « Édipe, mon daron, il a découvert qu'il a, sans le vouloir, tué son père et épuisé sa mère. Oui, je sais, ça craint. Du coup, il s'est crevé les yeux avec un couteau à huître
Puis s'est tiré en exil, quel loser, et du coup Édipe, je suis qu'une merde. Antigone, après son départ, mes deux frangins et Théocle et Polynice ont convenu de se partager le trône et de régner tour à tour, chacun une année. Mais ce gros con des Théocle n'a pas voulu rendre le pouvoir après son année de règne. Polynice était vénère, du coup il l'a attaqué et ils se sont entretués. Non mais franchement. Donc voilà. Et après, bref, l'histoire continue, mais du coup je vous ai lu vraiment la partie qui fait référence au prologue de Jocaste. J'ai demandé au groupe 1 de décrire le personnage d'Antigone. Les premières remarques au sujet du langage très familier, voire vulgaire, ont cédé la place à la description de l'aspect et des attitudes d'Antigone. Sa coiffure et ses vêtements font penser à une adolescente rebelle. Elle fume et porte un jugement sans appel sur tout ce qui s'est passé dans sa famille. Elle prend ses distances. Le comportement d'Antigone ne donne aucun signe d'empathie ou de douleur. Le rôle dramatique de Jocaste apparaît donc aux étudiants radicalement différents. Ce personnage a une attitude digne. Jocaste accepte le destin de sa famille comme s'il s'agissait de l'œuvre des dieux. Titouan, un des étudiants, ajoute qu'elle est résignée et humble face à cette force supérieure. Je demande pourquoi, à leur avis, Euripide a choisi Jocaste pour le prologue. Et selon Siméon, donc l'un des étudiants, l'auteur aurait choisi Jocaste car elle aurait vécu les faits qu'elle relate. Elle a ainsi du respect et de l'empathie pour ses proches. Je demande au groupe quelles indications donnerait-il à une actrice qui doit donc interpréter ces rôles. Et ils répondent, Siméon, elle devrait rester digne et avoir peut-être une pointe d'émotion lorsqu'elle parle d'Édipe. Le groupe 2 a ensuite lu à voix haute son extrait. Du coup, c'est le suivant. Escorté de chaque côté par deux filles, Jocaste apparaît dans l'obscurité et se fait conduire lentement vers le devant de la scène. Musique, les premières mesures de K465 de Mozart. Donc une fille parle. Si deux garçons, chacun transpercé par une lame constituée de cuivre et d'étain, mettent 3 heures pour saigner à mort à une température ambiante de 30 degrés Celsius. Alors, qui est cette femme? Est-elle petit A, la mère d'Œdipe, petit B, femme d'Œdipe, petit C, mère des deux garçons, ou petit D, tout ce qui précède? Donc, je leur ai demandé de comparer. C'est eux qui ont choisi cet extrait. Et ensuite, ils ont lu à haute voix pour l'autre groupe, la BD aussi. Du coup, je vous la lis. Il a eu Brandon, il est mort, wesh, quelle tragédie. Bouffonne. L'une des pires fins de tragédie qui soit, c'est celle d'Édipe qui se crève les yeux après avoir compris qu'il avait eu 4 enfants avec sa mère. Ah, dégueu, je suis choquée. Comment il a fait pour pas s'en rendre compte? Faut pas nous raconter ça, madame, on mange bientôt. Ça veut dire leur mère, c'est leur grand-mère. Et sa mère, Jocaste, elle se pend. Mais aussi, moi aussi, je me tue s'il m'arrive ça. Mais toi, même ta mère, elle veut pas coucher avec toi. Baptiste, tu te retournes, s'il te plaît. Mais Célina, elle n'arrête pas de m'appeler. Mais t'es un ouf, arrête de mytho, toi. La vie de ma mère, c'est pas vrai. Bon, si ça ne vous dérange pas trop, on va laisser vos mères tranquilles et se pencher sur la liste de nos personnages. Donc, le groupe 2 a décrit tout d'abord les élèves de la BD. Ils sont étonnés, choqués par l'histoire de Jocaste et d'Édipe. Ils écarquillent les yeux. Lina se couvre la bouche comme si cette histoire lui donnait envie de vomir. Puis pour les élèves, Jocaste est un personnage dérangeant. Ils considèrent qu'elle a bien fait de se tuer. Leur surprise dure cependant l'espace d'une seconde. L'histoire est oubliée assez rapidement, remplacée par des nouvelles blagues et chamailleries. Dans le reste, vous les connaissez par le cinéma. Les filles ont en commun avec les élèves de la BD une semblable envie de plaisanter. Cependant, ces filles utilisent une ironie plus sombre qui fait penser à des adolescentes. Leur attitude vis-à-vis de Jocaste n'est pas choquée. Elle la manipule comme une marionnette. Selon Laura, Jocaste est un personnage dérangeant dans le texte comme dans la BD. Dans la pièce, elle est toutefois affaiblie. Elle oublie ses répliques ou refuse péniblement de les dire. De fait, selon le groupe, l'actrice qui interprète le rôle de la fille devrait montrer son emprise sur Jocaste avec une attitude malicieuse. Guillaume compare les filles à des tortionnaires. Pour lui, ce sont les filles qui sont des êtres dérangeants et dérangés. Donc, l'actrice qui interprète Jocaste, quant à elle, devrait avoir des gestes nerveux car elle ne veut pas revivre sur scène son histoire.
Pour d'autres, son corps serait affaibli à cause des épreuves qu'elle a endurées. Cet exercice a permis donc aux étudiants de prendre de la distance vis-à-vis des considérations littéraires sur le registre, sur le ton, pour privilégier des questions très concrètes liées à l'interprétation. Quels gestes, quelles attitudes devraient avoir ces deux jocastes si différentes. Donc, le deuxième exercice, s'appelait « Comment préparer un agon ?» et il concernait une autre pièce, du coup, Plutos d'Aristophane. Donc, c'est lors de la 3e séance de CTD, on a travaillé sur cette comédie grecque, Plutos. La structure de la pièce est caractéristique de la comédie moyenne avec un prologue, la parodos, c'est-à-dire l'entrée du cœur, un agon, c'est-à-dire la joute verbale, une parabase, c'est-à-dire la présentation de la morale de l'histoire, et l'exodos aux sorties du cœur. Le prologue a une scène d'exposition. Nous avons Crémile, le protagoniste, qui est un homme pauvre et honnête, qui explique qu'il suit à la trace un vieillard aveugle, car l'oracle de Delphes le lui a recommandé. Interrogé, le vieillard révèle son identité. Il est Plutos, le dieu de la richesse, rendu aveugle par la jalousie de Zeus. Crémile et Carion, du coup l'esclave de Crémile, démontrent à Plutos que c'est lui qui règne sous le monde. Le dieu accepte d'aller se faire soigner chez Asclépios pour recouvrer la vue. L'entrée du cœur des paysans marque le début de la parodos qui se poursuit avec des échanges animés entre le coryphée et l'esclave Carion. Il s'ensuit l'agon, du coup la bataille, combat de Gaulle, la joute verbale. Ici, Crémile affronte l'incarnation de la pauvreté pour la convaincre qu'il vaut mieux être riche. À la fin de la pièce, après avoir été soigné par Asclépios, Plutos retrouve la vue et le dieu remercie Crémile en l'enrichissant. Plutos décide désormais d'enrichir seulement les hommes honnêtes. Le cœur réagit et relève la pensée de l'auteur dans le cadre de la parabase. Pour Aristophane, il faut se méfier des richesses qui ne viennent pas du travail, du coup même des richesses qui viendraient des dieux. La pièce est conclue avec l'exodos. Le cœur sort et les ridicules sont fustigés comme dans le cadre d'une revue comique. Carion et Plutos se moquent par exemple d'Hermès, qui est aussi le dieu des voleurs, qui supplie Plutos de rendre riches ses protégés, puisqu'après la décision de Plutos d'enrichir seulement les hommes honnêtes, les voleurs ne viennent plus adorer leur dieu. Donc, l'exercice concerne la préparation des lagons, ce qui précède la joute verbale, le combat de Gaulle caractéristique de la comédie grecque. L'objectif de l'exercice est de réfléchir au lien entre gestes et émotions, quelles émotions et quels gestes introduisent la joute verbale des acteurs. Pour cet exercice, j'ai divisé les étudiants en 2 groupes. Chaque groupe a analysé la planche Les Tortues, c'est le titre de la planche, extraite de la bande dessinée de Marion Fayolle, L'homme en pièces. J'ai expliqué aux étudiants que Marion Fayolle avait créé sa bande dessinée en s'inspirant du théâtre d'improvisation. Elle imagine les gestes et les actions de ses personnages comme s'il s'agissait d'acteurs qui improvisent sur une scène de théâtre. Je demandais aux étudiants de préciser quels conflits, quelles confrontations vivent ces personnages de bande dessinée. Dans la planche, un homme et une femme semblent se disputer. Toutefois, une étudiante, Laura, trouvait peu claire la fin du conflit. Pourquoi la femme cache-t-elle sa tête entre ses épaules? S'agit-il d'une vengeance? J'ai demandé d'analyser les actions de l'homme. Pendant combien de fois cache-t-il son visage entre ses épaules? 3 fois, répond Tituan. Il s'agit d'une action réitérée. Comment réagit la femme à ces 3 moments? Quelles émotions vit-elle? La première fois, elle semble préoccupée. La deuxième fois, elle s'énerve, mais aussi déçue. La troisième fois, elle semble furieuse, mais finalement, elle s'enfuit, répond Siméon. Je demande pour quelle raison s'enfuit-elle? Raphaël indique qu'elle a peut-être peur d'être rejetée par cet homme. Je fais remarquer qu'il y a une évolution dans le comportement du personnage féminin. Tituan note qu'initialement, dans le premier dessin, elle semble sûre d'elle. Elle invite l'homme à la suivre. Dans le dernier dessin, elle a perdu toute confiance. Je leur demande pour finir qui pourrait être ces 2 personnages, quelle histoire raconte cette planche. Ça pourrait être l'histoire de 2 personnes trop timides pour se rencontrer, tomber amoureuses, répond Lucie.
J'ai ensuite demandé aux deux groupes de choisir chacun un extrait de 10-20 lignes de la scène qui introduit Lagon dans Plutarque d'Aristophane. Dans cette scène, le protagoniste Crémile et son ami Blepsidème rencontrent la pauvreté. J'ai demandé aux étudiants d'analyser les émotions des personnages et de décrire leurs conflits, leurs confrontations. Le premier groupe a choisi donc l'extrait suivant que je vous lis. La pauvreté dit « Je m'en vais vous perdre, misérable, misérable. C'est un coup d'audace insupportable que vous osez là, et tel que personne, ni Dieu ni homme, n'en osa jamais. Aussi, vous êtes perdus, tous deux. Et toi, qui es-tu? Tu me parais bien pâle. C'est peut-être une hérénie de tragédie, elle a un certain air égaré et tragique. Mais elle n'a pas de torche, alors gare à elle. Qui croyez-vous que je suis? Une aubergiste, une marchande de purée? Tu n'aurais pas censé là crier si fort contre nous qui ne t'avons fait aucun mal. » Donc, Siméon explique que dans cet extrait, Crémile et Blepsidème sont initialement surpris de l'arrivée de ce personnage étrange. Toutefois, l'aspect de pauvreté est si ridicule qu'ils commencent à se moquer d'elle. J'ai ensuite demandé au groupe de se mettre en situation. Comment interpréteriez-vous cette scène? Est-ce que vous pouvez décrire vos actions? Et donc, pauvreté devrait avoir l'air d'une mendiante, quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Crémile et Blepsidème pourraient être assis en train de boire et de parler entre amis. Ils seraient ainsi dérangés par cette inconnue. Le groupe 2 lit ensuite son extrait qui correspond au moment où Crémile et Blepsidème découvrent la vraie identité de pauvreté. Donc Blepsidème dit « N'est-ce pas la cabaretière, c'est-à-dire l'aubergiste du voisinage, celle qui me fraude avec ses cotyles, avec ses vers, dit plutôt pauvreté qui habite avec vous depuis bien d'années. Ô Seigneur Apollon, ô Dieu, où fuir? Et toi, que fais-tu? Oh la couarde bête, ne resteras-tu pas près de moi? Pas le moins du monde. Tu ne resteras pas. Et quoi? 2 hommes nous fuiront une seule femme? Mais c'est pauvreté, malheureux, il n'y a nulle part animal plus funeste. Reste, je t'en conjure, reste. Non, par Zeus, moi non. Pourtant, je te le répète, nous commettrons l'action de beaucoup, la plus vile de toutes, si nous laissons le Dieu seul et fuyons quelque part, par peur de celle-ci, sans combattre pied à pied. » Titouan explique que dans cet extrait, la peur pousse Crémile et Blepsidème à se mettre l'un contre l'autre. Blepsidème veut fuir, Crémile regagne toutefois son sang-froid au fil des échanges. Il essaye de convaincre son ami de se battre. J'ai ensuite demandé comment interpréterait-il cette scène. Selon le groupe, il y a une inversion physique. Pauvreté qui semblait si insignifiante au début, devrait gagner confiance, prendre de la hauteur. Crémile et Blepsidème ont peur, ils pourraient rétrécir et cacher leur visage. Cet exercice a permis de lire la scène de préparation de Lagon comme si les étudiants imaginaient de la jouer sur scène. La planche de BD a canalisé leurs réflexions sur les gestes et les postures du corps qui peuvent traduire des émotions. Et donc j'ai conclu l'exercice en leur montrant une solution dramaturgique pour représenter le conflit entre Crémile et pauvreté. Du coup, il s'agit de la mise en scène de Luca Ronconi au théâtre grec d'Épidore en 1985. Ici, donc, le sol de ce théâtre grec antique est couvert de blé, souvenir de l'ambiance champêtre de la pièce. Et la pauvreté, aux allures d'une veuve, apparaît par surprise au milieu du champ, tandis que les 2 amis discutent dans une voiture surélevée grâce à un tréteau. Et donc, on retrouve finalement c'est à quoi avaient pensé les étudiants, c'est-à-dire une différence d'auteur. Du coup, quel bilan dresser de cette expérience d'utilisation de bande dessinée? J'ai noté des résistances de la part d'un certain nombre d'étudiants. Certains sont sincèrement surpris de l'utilisation de bande dessinée dans le cadre d'un cours universitaire. Ces résistances sont en partie franchies suite à l'explication du caractère expérimental de ces exercices. Lors de mon explication, je précise que depuis toujours, les acteurs et les actrices se sont inspirés de la peinture, de la sculpture et du dessin pour interpréter leur rôle. De fait, utiliser des bandes dessinées pour réfléchir à l'interprétation des rôles dramatiques n'est en soi rien de si choquant. Au fil du temps, la prise de conscience de l'utilité des exercices devrait permettre d'établir un climat de confiance. J'avoue cependant manquer du temps pour réaliser les exercices de manière régulière, ce qui rend plus difficile de les faire accepter par les étudiants.
En une séance de 2 heures, il est délicat de présenter une pièce, sa fable et sa structure, donner des informations sur la mise en scène d'origine, réaliser un exercice et présenter un extrait vidéo ou des photographies de mise en scène contemporaine. De fait, je propose des exercices de manière ponctuelle, souvent au risque de prendre du retard sur le programme. Une dernière considération concerne la légitimité de l'enseignante que je suis. Je crois que chercher des manières plus efficaces pour transmettre les savoirs fait partie de mon rôle de professeur universitaire. Toutefois, je n'ai pas une formation en bande dessinée, ni en didactique de l'art ou en psychologie. Mes exercices sont conçus de manière empirique, par tâtonnement, à partir des bandes dessinées que j'ai pu collecter. Je pourrais y revenir si vous voulez. Je ne dispose pas des textes théoriques précis sur lesquels baser la construction de mes exercices. De fait, ce colloque représente vraiment pour moi l'opportunité de réaliser un bilan de mon expérience, de prendre conscience des approches existantes pour théoriser la pédagogie de l'enseignement grâce à la bande dessinée. Et j'espère donc avoir contribué à ce partage de pratiques qui nous permettront peut-être d'entrevoir des pistes pour affiner nos outils respectifs. Merci beaucoup.